Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Willy Michiki, vice-ministre de l'Énergie, mais nous le recevons ici en sa qualité d'homme politique, à savoir haute morale du parti dénommé Union nationale des nationalistes, et il est également porte-parole de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. N'est-ce pas cela? Absolument. Merci beaucoup. On vous appelle professeur Prince Willy Michiki. Qu'est-ce que cela signifie? Non, je suis enseignant à l'université, mais je suis aussi prince de Walikale. Comme vous le savez très bien, nous sommes encore chef des localités, Banabouini exactement, dans le groupement Ihana à Walikale. Et en tant que tel chef coutumier? Absolument, je suis autorité coutumière. Voilà. Autorité coutumière. Absolument. Alors, avec M. Willy Michiki, il sera question de notre son de cloche, celui de la partie signataire, même si, en fait, je précise ici que M. Willy Michiki et son groupe ont adhéré à l'accord du 18 octobre. Donc, il sera question du point de vue de la partie signataire de l'accord du 18 octobre. Autrement dit, l'accord de la Cité de l'Union africaine aboutit à la mise en place du gouvernement Sami Badibanga. Voilà, première question, vous êtes pratiquement resté au fait à l'écart pour parler de la CENCO, les pourparlers qui sont en train de se tenir actuellement, bien que bloqués. Est-ce que cette situation vous a arrangé? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opinion publique nous a donné raison, puisque nous avions toujours demandé aux évêques depuis plus d'1 mois et demi de pouvoir reconnaître qu'ils avaient échoué et de faire un constat. Qui avait échoué? Les évêques ont échoué dans la mission puisqu'ils ont dévié de la mission que le chef de l'État leur avait donnée. Rappelez-vous que lorsque le chef de l'État, qui est soucieux de la réconciliation des Congolais avec lui-même, il a demandé aux évêques de pouvoir créer beaucoup plus d'inclusivité autour de l'accord du 18 octobre. C'était l'unique mission confiée aux évêques. C'est-à-dire, il y a une frange importante des Congolais, des Congolaises, notamment de l'opposition et de la société civile, qui n'a pas pris part au dialogue et qui n'a pas adhéré à cet accord, conformément à l'article 24 de l'accord du 18 octobre. Mais je vous interromps, vous dites manque d'inclusivité, mais qui est resté à l'écart de la partie CENCO? Nous prenons... êtes minoritaire? Oui, bien sûr, c'était une minorité. Mais vous savez, en démocratie, même s'il y a une minorité, on ne peut pas écraser la minorité, on peut toujours prendre compte d'elle. C'est ainsi que dans les soucis, en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, conformément à l'article 69 de la Constitution qui reconnaît au chef de l'État le pouvoir de veiller au bon fonctionnement des institutions de la République, il a tendu la main à cette minorité-là qui traînait encore les pieds pour embarquer dans les trains. C'était la mission confiée aux évêques. Malheureusement... Vous êtes sûr que vous êtes une voix qui compte? Absolument, puisque nous sommes venus de l'opposition. L'opposition, donc moi-même, comme les collègues avec qui on a adhéré, nous faisions partie du Conseil des sages du renseignement, qui est l'organe suprême du renseignement. Nous avons vu clair plus tôt, nous avons pris les trains avant qu'ils ne décollent de la gare. Et les amis qui étaient restés, nous avons plaidé pour eux. Nous avons expliqué au chef de l'État que tout le monde ne peut pas se réveiller au même moment. Attendons les amis qui ont compris que réellement, les soucis qui étaient les nôtres, c'est-à-dire le respect de la Constitution, étaient garantis par cet accord. Et l'avantage de cet accord était que dans l'accord du 18 octobre, il y avait un calendrier électoral clair, précis, qui donnait une sorte d'autoroute. Nous savions déjà là où nous allions. Contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque vous regardez l'accord de la CENCO, vous voyez que nulle part on a parlé du calendrier électoral. Alors que l'objectif de pourparler était de nous mettre d'accord autour de l'organisation des élections.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le pays est toujours dirigé selon l'accord du 18 octobre. Voilà, on va y arriver, on va arriver à cette question des élections un peu plus tard. Vous parlez de l'échec de la Senko. Un échec cuisant. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Par exemple, quand le chef de l'État dit que le travail a été au fait exécuté à 98%. Moi, je pense plutôt que les travaux ont été exécutés à 2%. Puisque l'essentiel aujourd'hui, puisque lorsque nous regardons l'objectif poursuivi, l'objectif n'était pas le partage des gâteaux. Lorsque vous regardez les 98% auxquels on fait allusion, c'est le partage des gâteaux. On n'a parlé que des individus. Moi, j'aurais quoi? L'opinion nationale comme internationale attend la nouvelle légitimité. Et la nouvelle légitimité part aujourd'hui de l'organisation des élections. Nulle part, pendant les pourparlers de la Senko, on a parlé du calendrier électoral. Nulle part. Et on a dit seulement que les élections vont être organisées avant la fin du mois de décembre 2017. Mais comment? Ce n'est pas une question qui doit être abordée par le CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord, ensemble avec le gouvernement qui doit être mis en place et avec la CENI. Pas du tout, pas du tout. La question d'organisation des élections devrait être incluse dans les arrangements particuliers, puisque c'est la question même maîtresse de pourparler. Aujourd'hui, puisque le rôle de CENSA, c'est quoi? D'ailleurs, CENSA, là, ça ne vient pas de la CENCO, ça vient de la cité de l'Union africaine. Rappelez-vous que c'est là où on a parlé du Conseil, même quand on dit aujourd'hui Conseil national de suivi de l'accord. Mais il faut préciser que l'accord, c'est de l'accord du 18 octobre 2016. Non, c'est bien précisé, Conseil national du suivi de l'accord global et inclusif de la CENCO. Mais dans les termes là, lorsqu'on parle de CENCO, on s'arrête seulement à l'accord, Conseil national de suivi de l'accord. Nous, dans notre entendement, c'est l'accord du 18 octobre, puisque cet accord-là est global. Nous ne sommes pas contre cet accord-là de la CENCO. Mais nous avons toujours demandé l'inclusivité. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, il se pose des problèmes. Pourquoi cet accord n'a pas réussi? Puisque l'accord de la CENCO aujourd'hui ne peut jamais être appliqué, d'autant plus qu'il devient plus discriminatoire que l'accord de la cité de l'Union africaine. C'est pourquoi nous avons toujours demandé qu'il faudrait d'abord prendre en compte les forces à présence. Et parmi les forces à présence aujourd'hui... Mais est-ce que vous vous rendez compte que cet accord a l'appui de toutes les composantes nationales et même internationales aujourd'hui? Mais nous n'en disconvenons pas. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, d'abord, c'est une affaire des Congolais. Oui. Vous avez constaté que les Congolais aujourd'hui sont totalement méfiants de cet accord. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui même que d'abord, celui qui organisait les bons offices est déjà parti en conflit. Rappelez-vous que la CENCO a été présente à l'Union africaine. La même CENCO a été avec moi au conclave du rassemblement. Donc aujourd'hui, le rôle joué par la CENCO est un rôle d'abord ambigu. Et cette ambiguïté aujourd'hui fait perdre le caractère neutre de la CENCO et qui sème les doutes même vis-à-vis des opérateurs qui sont censés, opérateurs politiques et sociaux, qui sont censés trouver un consensus sur la gestion de la transition. Voilà pourquoi j'en arrive aujourd'hui à rappeler aujourd'hui que cet accord-là de la CENCO contient beaucoup de confusion et il faudrait aujourd'hui même profiter, puisque l'accord n'a pas de valeur s'il n'y a pas d'arrangement particulier. Puisque l'arrangement particulier est un addendum à l'accord. Et l'accord de la CENCO est un avenant. Oui, à l'accord. C'est un peu contradictoire, monsieur le vice-ministre. Vous avez adhéré à cet accord de la CENCO? Non, moi, mon groupe, l'opposition signateur de l'accord, qui aujourd'hui dirige le gouvernement et détient la primature. Ce gouvernement qui a été investi par le Parlement, l'Assemblée nationale qui nous a investis à l'unanimité avec seulement une seule voix d'abstention, ce gouvernement n'est pas impliqué dans cet accord. Nous, on ne reconnaît pas cet accord. La preuve, le jour que l'OPSA, l'opposition signataire de l'accord, va adhérer à l'accord de la CENCO, la conséquence immédiate, ça sera la démission du gouvernement. Or, aujourd'hui, on discute de la primature, une primature qui n'est pas vacante. Donc, c'est rêvé. C'est un problème.
Oh, les évêques ont tenté plusieurs fois de nous approcher, mais ils n'ont jamais répondu à nos préoccupations. Mais aujourd'hui, quoi qu'on en dise, monsieur le vice-ministre, cet accord de la CENCO a quand même une raison d'être, non seulement en termes d'appui populaire, mais également, d'après les observateurs, on a quand même l'impression que, plutôt cet accord a supplanté celui de l'Union africaine aujourd'hui. Non, l'objectif, justement, c'est ça l'erreur, puisque la mission confiée aux évêques était de pouvoir faire de cet accord un avenant à l'accord du 18 octobre. Mais on en a fait un accord tout à fait indépendant, avec deux pouvoirs qui surpassaient même, qui violaient, je peux dire, la Constitution. On a vu les évêques s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Vous avez appris, vous tous, qu'il y a une délégation des évêques qui s'est permis de se rendre à Lubumbashi pour enquêter, par exemple, dans une affaire privée qui était en examen au niveau de la justice, notamment l'affaire de Moïse Katumbi contre M. Stoupis. Vous avez suivi... Non, la CENCO a une mission quand même. Hein? Mais le chef de l'État n'a jamais donné à la CENCO la mission de s'ingérer dans le fonctionnement de la justice, puisque c'est anticonstitutionnel, même le président même ne le fait pas. Hein, c'est anticonstitutionnel. La CENCO est allée plus loin, jusqu'à violer les articles 5 et 218 de la Constitution. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, c'est que je condamne d'ailleurs, que l'opinion s'attaque à certains édifices de l'Église catholique, c'est que nous déplorons, puisque la population a fini par comprendre que la CENCO est politisée et qu'elle ne joue que son rôle à elle, et que la CENCO serait manipulée par des politiques. Mais je ne sais pas si c'est la vie de toute la population. Moi, j'interroge l'opinion, je viens de l'intérêt du pays. Moi, je vous dis, par exemple, à l'est où je viens, au nord et sud Kivu, c'est l'impression que la CENCO a donnée, malheureusement. Bon, c'est l'impression peut-être. Bon, alors, dites-moi, Prince Willy Michiki, pour vous, la partie signataire de l'Union africaine, qui est au gouvernement, quelle pourrait être, en fait, la voie de sortie? La voie de sortie aujourd'hui, d'abord, passe par la reconnaissance des forces en présence. Aujourd'hui, nous avons des institutions. On a le président de la République, il ne pose plus de problème. La Cour constitutionnelle a déjà reconduit son mandat, même si les gens ont dit qu'il est aujourd'hui en fonction, puisqu'il y a eu l'accord. Moi, je dis c'est faux, puisque c'est lui-même qui a demandé aux évêques d'aller provoquer les pourparlers de la CENCO. Il l'a fait après le 19 décembre. C'est puisqu'il jouissait d'une certaine légitimité et légalité. Il y a le Parlement, donc les deux chambres réunies, qui ont été impliquées, mais il y a une institution importante qui s'appelle le gouvernement, qui n'a pas été prise en compte. Et aujourd'hui, il faudrait que, puisque la CENCO a échoué, il faudrait que le président de la République confie cette mission à d'autres confessions religieuses. Quelle mission exactement? Nous, c'est-à-dire que la mission aujourd'hui d'inclusivité confiée à la CENCO a échoué lamentablement. Il est temps que le chef de l'État confie la mission à d'autres confessions religieuses en dehors de l'Église catholique. Puisque l'Église catholique s'est retrouvée à la cité de l'Union africaine et s'est retrouvée aussi chez nous à limiter au conclave. Donc elle ne peut pas être jugée partie. Moi je pense que le chef de l'État... Donc vous voulez qu'on remette tout en cause, qu'on recommence encore le dialogue? Absolument. Alors qu'on est déjà avancé. Mais on n'a pas avancé parce qu'on est bloqué. Est-ce que vous n'avez pas une autre voie de sortie que ça? Est-ce que vous ne pouvez pas adhérer à ce qui se fait à la chose? Mais pour adhérer à ça, il y a quand même des préalables. On ne peut pas adhérer pour adhérer. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous qu'il y a une Assemblée nationale qui a investi un gouvernement. Oui, justement, j'ai compris. Ce sont des élus. Vous voulez protéger votre poste, peut-être? Indépendamment, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est le respect même de la Constitution. Parce que la Constitution, il faut respecter du 1er au 229e article. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale joue encore de son pouvoir. La preuve même qu'il y a un bon nombre de collègues du Rassemblement limité qui sont aujourd'hui dans le Parlement, qui siègent, pour dire qu'ils siègent sur pied de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui leur a demandé de continuer jusqu'à l'investiture des prochains élus. Donc, cette assemblée-là a mis en place un gouvernement de la République. Aujourd'hui, ignorer ce gouvernement-là, dirigé par Sami Badibanga, c'est en quelque sorte, aujourd'hui, remettre en cause la Constitution, ou le pouvoir que les électeurs ont donné
à ces élus du peuple. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, comme la Senco a échoué, c'est une aspect, elle a essayé, nous la félicitons, elle a fait ce qu'elle pouvait. Il est temps que le chef de l'État, garant de la nation, qui a ses pouvoirs constitutionnels, qu'il confie la même mission à d'autres confessions religieuses. Je pense par exemple aujourd'hui aux églises de réveil, qui aujourd'hui jouissent des capitales de confiance dans l'opinion publique. Non, le problème c'est que les choses sont suffisamment avancées qu'on ne peut plus faire marche arrière, mais est-ce que vous ne pouvez pas en fait avancer avec ceux qui avancent? Étant donné que vous êtes une minorité, monsieur Willy Michel, mais reconnaissez quand même, vous êtes une minorité. Mais si la minorité bloque... Au travail qui est déjà été, oui. qui est déjà avancé. Mais la minorité, ça c'est relatif, M. Kabamba. Regardez aujourd'hui, 32 personnes se sont réunis, dont d'ailleurs plusieurs provinces, dont la mienne, le Nord Kivu. Parmi les 32 délégués à la Senco, il n'y a personne du Nord Kivu. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Et il y a Tchouapa qui n'était pas là. Il y a autant de provinces. Quel est ce pouvoir que ces 32 personnes se sont à donner pour décider de l'avenir et de devenir des Congolais? Non, mais c'est on ne peut pas mettre toutes les tribus ou bien toutes... Non, ne serait-ce que 32 quand même. Dans les 32, nous sommes 26 provinces aujourd'hui. Dans les 32 personnes, on pouvait ne serait-ce qu'avoir les délégués au moins d'une province pour que ça puisse avoir aujourd'hui l'appui de la communauté nationale. Ce sont des erreurs déjà qui ont été commises dès le départ, et lorsque vous voyez leur poids dans l'opinion, je vous dis, ça ne représente absolument rien. Rien. C'est pourquoi aujourd'hui, une grande opinion des Congolais ne se sent pas concernée par la Senco. C'est une histoire plus des Occidentaux qui ont manipulé, qui ont leurs pions ici, leurs marionnettes, qui les utilisent pour des fins que vous et moi connaissons. Alors, si aujourd'hui l'accord, l'arrangement particulier est signé, le gouvernement ne va pas démissionner si on vous le demande. En fait, on va vous le demander aujourd'hui. Le gouvernement ne démissionnera pas. Il n'y aura que l'Assemblée nationale qui nous a investis, qui peut voter une motion de méfiance contre nous. C'est ça aussi le respect de la Constitution. Oui, mais vous allez engager un bras de fer? Ce n'est pas un bras de fer, nous sommes respectueux de la Constitution. Je ne vois pas cet individu-là qui demanderait au gouvernement de démissionner. Il n'y a que l'Assemblée nationale qui nous a investis qui peut retirer leur confiance. C'est ça aussi le respect des lois de la République. Oui, alors l'Assemblée le fera peut-être. Oui, en tout cas, si l'Assemblée le fait, nous allons nous supplier et nous soumettre à ce vote-là. Et si on vous approchait, par exemple, pour vous confier la présidence du CENSA? Non, nous sommes ouverts à toutes les possibilités. L'essentiel pour nous, c'est d'être impliqués. Mais jusque-là, lorsque même vous regardez aujourd'hui l'accord de la Senco, vous ne verrez pas OPSA. Or, l'OPSA, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, est une structure organisée. Il y a eu quelques membres de chez nous qui sont partis d'une manière isolée, qui ont signé au nom de leurs partis respectifs. Mais il n'y a jamais eu l'implication de l'OPSA. Le jour que l'OPSA sera impliqué, je vous assure que ça sera déjà une ouverture. D'abord, la conséquence, c'est que la primature, déjà pour laquelle il y a des gens qui se sont battus pour avoir la primature, sera déjà vacante. Ce qui est déjà une occasion pour eux de pouvoir la récupérer. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde parle de partage des gâteaux. 98% des discussions qui ont été liées à la Senco ont tourné autour du partage des gâteaux. Est-ce qu'à cause des 13 personnes qui doivent entrer au gouvernement, on doit brûler tout un pays? Est-ce que c'est seulement vraiment... Puisqu'il y a 13 personnes de rassemblement qui veulent entrer au gouvernement. C'est ça l'enjeu. On ne peut pas non plus brûler le pays, puisque vous qui êtes au gouvernement, vous n'êtes pas dans les accords de la Senco. Mais nous qui sommes au gouvernement aujourd'hui, nous avons des partenaires qui ont signé l'accord de la Senco et qui sont toujours avec nous, pour dire qu'ils nous soutiennent aussi quelque part. Et en plus, nous disons, nous ne constituons aucun blocage, nous sommes ouverts. Nous avons même demandé à ce que le gouvernement soit élargi à d'autres forces politiques et sociales qui n'étaient pas impliquées. Nous n'avons fait aucun blocage. Même la primature, nous pouvons même la libérer à tout moment. Mais notre souci à nous, ce n'est pas le partage des postes. Les soucis de l'OPSA, les soucis du gouvernement en place, c'est de pouvoir être sûr que les élections vont être organisées. Or, lorsque vous regardez l'accord aujourd'hui, vous y mettez à côté l'arrangement particulier, qui est un complément de l'accord, parce qu'il n'existe pas d'accord sans arrangement particulier. On ne parle nulle part de l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. C'est ça qui nous inquiète de notre côté. Nous aimerions bien adhérer à cet accord, mais à une seule condition, que les volets élections soient pris en compte.
Or, c'est un volet qui est totalement ignoré, puisque si nous adhérons à cet accord, on ne sait pas quand les élections seront organisées. Mais tout le monde dit que c'est ça l'objectif final. Hein, ce sont les élections. De toutes les tractations qui sont en cours, l'objectif, ce sont les élections. Et tout le monde convient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me dire aujourd'hui, l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection des députés provinciaux, telle que nous l'avons échelonnée dans un calendrier précis et concis lors de la signature de l'accord du 18 octobre, est-ce que dans cet accord aujourd'hui, est-ce qu'on peut me donner ces dates? On a dit fin décembre, mais quand? Puisque nous savons très bien que même aujourd'hui, l'enrôlement qu'on est en train d'organiser aujourd'hui, nous savons qu'on aura les fichiers électoraux à la fin du mois de juillet. Ça, c'est sur base de l'accord du 18 octobre. Mais dans cet accord ici, ils ont prévu les fichiers électoraux quand? Ben, ça, c'est le travail oui, mais ça, c'est le travail de la CENI. Justement, mais il faudrait, puisque nous avons convoqué la CENI. La CENI a collaboré étroitement avec les dialogueurs de la cité de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, on ignore complètement la CENI. Oh, nous savons bien que l'organisation des élections est un pouvoir constitutionnel, je crois, sur le pied des articles DFA 11, DFA 12 de la CENI. Donc, on a oublié cet aspect. C'est ça notre inquiétude. Et nous, lorsqu'on ne sera pas encore convaincus si la matérialisation des élections dans ces pays, on va toujours nous opposer à cet accord. Et vous serez capable d'organiser ces élections d'ici décembre? Non. Vous, gouvernement, dans les mêmes conditions, non. Si on vous laissait continuer? Absolument, tout est possible. Ce sont des options politiques qu'on peut lever. Par exemple, aujourd'hui, si on combinait certains scrutins, par exemple, aujourd'hui, on combine l'élection des députés nationaux avec l'élection des députés provinciaux, on peut y arriver. Si aujourd'hui, par exemple, on élisait le président de la République d'une manière indirecte, on peut y arriver. Ce sont des options politiques qu'on peut lever. C'est pourquoi moi je voudrais qu'il faudrait que les politiques que nous sommes, nous puissions prendre notre courage et lever ces grandes options qui nous permettraient aujourd'hui d'organiser les élections dans un plus court délai. Mais jusque-là, nous, dans notre calendrier, nous avons prévu les élections législatives au niveau en avril 2018 et l'élection du président de la République en mai 2018. Si d'autres options politiques étaient levées, on peut écourter ça en décembre. C'est possible, mais parlons-en. On ne parle pas. Pourquoi les gens aujourd'hui cherchent à savoir qui sera le président de la CENSA, du CENSA, qui sera le président et le Premier ministre, mais on ne parle pas de l'objectif principal qui est la tenue des élections. Est-ce que jusque-là, votre gouvernement met à la disposition de la CENI des moyens conséquents pour l'organisation des opérations préélectorales? Absolument. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, déjà, la CENI a atteint le cap de plus de 21 millions d'électeurs. C'est avec l'appui du gouvernement Sami Badibanga. Nous avons déployé les kits. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder comment on peut achever, parce qu'il y a déjà plus de 13 provinces qui ont déjà presque terminé les opérations d'enrôlement. Il ne reste qu'à peu près 13 autres. Donc nous pensons que d'ici 2-3 mois, ça sera déjà fait. Donc le gouvernement de la République, vous n'avez qu'à poser la question à la CENI, si la CENI a des difficultés pour réaliser la mission que le constituant lui a donnée. Vous êtes fier? Je suis très fier en tout cas du travail que le gouvernement est en train de mener, malgré les difficultés financières auxquelles on est confronté, malgré les budgets provisoires dont nous jouissons. Nous pensons que lorsque le budget sera accordé à ce gouvernement, on pourrait encore faire mieux davantage. Alors là, c'est une des missions qui avait été assignée à ce gouvernement par le chef de l'État, à savoir les élections et puis le social. Alors, vous voyez un peu le côté social aujourd'hui. Mais on a l'impression que nous sommes en train d'aller droit vers le mur aujourd'hui. Quand on regarde par exemple la dégradation de la situation économique, en ce qui concerne le social, par exemple, on a l'impression que les choses ne se passent pas de manière tout à fait correcte. Vous êtes de l'énergie, côté eau et électricité, il n'y a aucune amélioration jusqu'à là. Alors, comment voulez-vous envisager le social dans ces conditions pour, en fait, faire face
aux besoins de la population qui attend de vous quelque chose? Bon, vous savez, tellement que nous avons trouvé le secteur vraiment très détérioré, mais les efforts que nous sommes en train de déployer au niveau d'abord du ministère, parce que j'aimerais bien d'abord parler de mon ministère en particulier avant d'attaquer d'autres aspects qui ne relèvent pas de ma compétence. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je dis en passant. Chez moi, par exemple, lorsque nous sommes entrés en fonction, les taux de desserte en électricité oscillaient autour de 9-10%. Je peux vous dire, avec les 3 mois déjà aujourd'hui, nous sommes autour de 18%. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été. Nous avons d'abord commencé par la privatisation de gestion au niveau de la SNEL. On a signé toute une série de protocoles d'accord entre la Société nationale d'électricité, qui de surcroît est devenue une société commerciale, avec des privés. Vous constaterez ici déjà qu'on a commencé déjà avec le système des compteurs prépayés, puisque nous pensons qu'il faudrait d'abord, avec la nouvelle loi sur l'électricité, la loi numéro 014/11 du 17 juin 2014, qui libéralise le secteur de l'électricité. Et ça donne obligation aujourd'hui aux abonnés d'avoir des compteurs. Mais nous sommes allés encore plus loin avec ces gouvernements, de privilégier les compteurs prépayés pour que chaque consommateur sache combien réellement il veut utiliser. C'est comme la carte prépayée. Nous avons aussi innové dans l'amélioration de circuits de distribution, puisque vous savez, les infrastructures que la SNEL a aujourd'hui datent de l'époque coloniale, de plus de 30 ans même. Donc il faudrait les remettre. Nous avons déjà commencé par certains quartiers. Nous avons cité et signé une série aujourd'hui de protocoles d'accord en vue d'attirer les investissements privés. Nous sommes conscients que le gouvernement de la République n'ayant pas beaucoup de moyens, il faudrait attirer l'investissement privé. Et nous privilégions plus les partenariats publics-privés ou le BOT. BOT, c'est-à-dire que l'investisseur arrive, il finance, il monte des centrales hydroélectriques, des centrales solaires, éoliennes en biomasse, et en contrepartie, pendant 25 ans à 30 ans, il peut rentrer dans ses frais et produire l'électricité. Nous avons aujourd'hui, quand nous sommes arrivés au gouvernement, les déficits, par exemple, dans les zones minières, étaient presque de 55 à 60%. Aujourd'hui, nous les avons ramenés à 35 à 40%. Il y a des efforts aujourd'hui qui consistent même sur place à pouvoir attirer les investisseurs dans les zones minières. Puisque si nous donnons de l'énergie aux zones minières, nous augmentons la production et par conséquent, l'assiette devient beaucoup plus intéressante, d'autant plus que notre économie aujourd'hui est encore basée sur la production minière. C'est ce qui a été... Et pendant ce temps, Katende, Kakobona, c'est l'arrêt total. Bon, par exemple, les cas de Katende, ce sont des phénomènes aujourd'hui d'insécurité. Nous avons réalisé déjà sur Katende 65% des travaux. Et Katende, c'est un barrage pour nous très stratégique avec 64 MW. Katende aura la capacité d'alimenter la ville de Kananga, Mbujimaï, Kimbulu, et à partir de Kimbulu, on peut atteindre facilement Luiza jusqu'à la frontière angolaise. Nous étions d'abord confrontés à un problème de bailleurs de fonds. Vous savez que c'est un barrage qui a été financé presque à 100% par Exim Bank of India, donc c'est un don du gouvernement indien. Et le gouvernement actuel indien a eu des problèmes avec celui qui avait gagné les marchés, la société Angélique Internationale. Ils nous ont contraints à remplacer la société, ce qui nous a pris quelques mois de retard. Et lorsque la nouvelle entreprise est arrivée, elle est tombée dans les problèmes de Kamwena Sapu. Les Indiens qui étaient là ont été menacés, vous avez suivi vous tous, il y a même 2 qui ont attrapé la malaria. Ils ont été évacués vite et ça a posé un problème. Aujourd'hui, le site n'est pas sécurisé. Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible pour que la sécurité autour des barrages de Katende soit rétablie pour que les Indiens reviennent. Il ne reste qu'à peu près 35% des travaux pour terminer. Nous avons du matériel qui traîne encore à Kasumbalès et une partie en Tanzanie, au port d'El Salam. Nous pensons que si la sécurité, c'est pourquoi
j'en appelle à nos frères kassaïens qui seront bénéficiaires de ces projets qui vont booster l'économie, le développement économique dans la région, de pouvoir contribuer à sécuriser non seulement les sites de Katende, mais toute cette partie-là de Kasaï pour que les travaux continuent. L'argent est là, tout est là, il ne manque que les conditions sécuritaires. Au niveau de Kakobola, oui. La centrale est déjà terminée depuis l'année passée, mais nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place un réseau de distribution. Et là, nous allons, à partir de Kakobola, alimenter Ngungu, Kikwit et Idiofa. Mais il faudrait que les gens soient patients. C'est question seulement de mettre en place la ligne de transport. Mais là, je voudrais aussi parler dans le secteur d'eau, puisque nous avons dernièrement signé avec notre gouvernement un contrat programme avec la Banque mondiale qui a financé pour 180 millions de dollars le programme PEMIR. Ce programme concerne 4 villes importantes, notamment la ville de Kinshasa, la ville de Kindu, la ville de Matadi et la ville de Bombashi. Rien que dans la ville de Kinshasa, par exemple, c'est la capitale, nous sommes aujourd'hui à environ, les besoins ici s'élèvent à 750 mégawatts et 750 000 mètres cubes. La capacité nécessaire pour la ville de Kinshasa. Or, avec le programme de PEMIR, on va arriver à peu près à 730 000 mètres cubes d'eau par rapport aux besoins qui sont à 750, puisqu'on va construire une usine de traitement d'eau à l'ozone, ce qui nous permettra d'arriver à peu près à 95% des besoins de quinoa en eau potable. Ce sont des efforts énormes. Nous devons aussi effectuer dans ce secteur des efforts, puisqu'il y a des gens qui ont construit des constructions anarchiques en amont des centres de captage. Et là, il faudrait que les Quinois comprennent qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à l'État, pendant qu'eux-mêmes sont les premiers violeurs de la loi. Puisqu'il faudrait respecter d'abord les dispositifs aujourd'hui tels que la loi aujourd'hui. On ne peut pas construire en amont des centres de captage d'eau. Ça ne peut pas se faire. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui utilisent des fonds comptaires. Il y a aujourd'hui des bâtisses qui ne relèvent plus du contrôle de l'État, qui continuent à être alimentés et aux frais de la régie des eaux comme de la SNEL, alors que ce sont des fraudes. Et comme je rappelle ici en passant que c'est une infraction pénale. Un raccordement illégal, ça vaut 6 mois de prison. Nous avons commencé d'abord par une campagne d'explication aux Congolais, dans le secteur aussi de l'électricité, en passant, pour dire qu'il faudrait que nous puissions utiliser l'électricité d'une manière utile. Ici, dans la ville de Kinshasa, la quantité que nous recevons est une quantité bien déterminée. Mais vous constaterez que déjà, par exemple, en pleine journée, ils laissent des ampoules ouvertes et allumées. Ils utilisent des appareils qui consomment plus. C'est pourquoi nous envisageons, au niveau du ministère, par exemple, d'imposer des ampoules incandescentes, c'est-à-dire que des ampoules économiques qui ne consomment pas beaucoup comme ailleurs. Et on est en train d'envisager des mesures, par exemple, soit s'il taxait les ampoules à forte consommation, ou soit regarder comment nous pouvons aujourd'hui carrément prohiber l'importation des ampoules à forte consommation. Merci beaucoup. Là, on a fait un saut dans les attributions qui sont les votes dans votre ministère. Alors, revenons maintenant aux questions politiques qui nous préoccupent ce soir. Là, on était dans le social et les élections, mission que vous a signée par le président de la République. Mais il y a aujourd'hui un autre point capital pour mener à bien ces élections. Il faut de la sécurité absolument et partout, mais ce qui se passe au Kasaï vous interpelle quand même. Absolument, c'est une situation d'abord qu'on a héritée des gouvernements précédents. Vous savez, ce sont des erreurs, parfois des hommes d'appréciation. Et le gouvernement, depuis qu'il est là, vous avez senti vous-même après la visite du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, et l'excellent Chadari au Kasaï, les choses se sont calmées. Ce n'est que puisqu'il y a des gens aujourd'hui, et c'est ça qui m'étonne. Mais ça rebondit quand même. Hein? Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Et c'est ça qui m'étonne. Mais ces gens-là, c'est qui? Ils sont connus? Ils sont connus, justement. Il y a les services de sécurité et de renseignement qui sont en train de faire des enquêtes pour savoir qui sont derrière ceux. Parce que maintenant, aujourd'hui, nous faisons face au faux Kamwina Nsapu. Puisque la famille de Kamwina Nsapu a déjà réglé. Il reste peut-être les rituels qu'on doit faire. On doit exhumer son corps et l'enterrer selon la coutume. Le gouvernement s'est porté garant de pouvoir faire même un mausolée pour Kamwina Nsapu, mais il y a toujours des opportunistes qui ne veulent que détruire, qui sont en train aujourd'hui d'encourager, de créer des faux Kamwina Nsapu.
Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Justement, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas la stabilité. Des gens, vous avez suivi même des gens qui ont appelé à des villes mortes, c'est-à-dire pour eux, tout développement, et ces gens-là sont soutenus aujourd'hui, financés par des officines extérieures que nous connaissons très bien. Je crois qu'au moment opportun, le gouvernement de la République pourra rendre public tous ces fauteuils de troubles, tout ce qui alimente aujourd'hui les ficelles de l'extérieur comme de l'intérieur, ils doivent répondre en principe à la justice. Est-ce que ce sera possible d'y mettre fin le plus rapidement possible, puisque, regardez par exemple, chez vous dans le Kivu, la situation d'insécurité avec les ADF continue toujours à faire parler d'elle. Oui, je viens du Kivu, aujourd'hui en tout cas, il y a une accalmie relative. Je crois qu'en tout cas, avec l'avènement du gouvernement Badibanga, sincèrement, la situation au Kivu et en partie au nord Kivu s'est beaucoup améliorée. Je sais que le problème de Kasaï est plus politique que sécuritaire. Et nous ne devons que les régler que politiquement. Il faudrait qu'au niveau du gouvernement, nous puissions prendre des mesures efficaces en vue de mettre fin à tous ces politiciens qui se servent du sang des Congolais pour accéder au pouvoir. Parce que c'est inadmissible au XXIe siècle. La MONUSCO, dans l'entretemps, vient d'être reconduite pendant une année, précisément pour se lancer dans ces problèmes d'insécurité à travers le pays. Vous avez applaudi? Non, personnellement, je vais parler à titre personnel et de mon parti dont je suis l'autorité morale. Nous n'avons pas apprécié le fait que le Conseil de sécurité n'a pas fait un état de lieu de la MONUSCO. Vous savez qu'aujourd'hui, la MONUSCO a été impliquée dans beaucoup de cas de viols, de fraude, même des minéraux à l'Est, des cas de pillage. Mais on n'évalue pas. Lorsque vous regardez aujourd'hui les rendements de la MONUSCO, c'est nul. La mission principale de la MONUSCO, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez suivi, même à Beni, un peu partout, on a tué, on a fait des opérations, on a même attrapé certains membres de la MONUSCO qui étaient en connivence, certains même qui portaient même des armes, des tenues de l'armée congolaise. Donc, c'est-à-dire que nous pensons qu'avant tout renouvellement de la mission de la MONUSCO, un état de lieu, une évaluation stricte devrait être faite, puisque aujourd'hui, sincèrement, la forte présence de ces troupes de la MONUSCO ne se justifie plus. Même moi, lorsqu'on a réduit ça de 21 à 16 000, je trouve qu'il fallait encore aller en deçà, enfin, de 19 à 16 000, je trouve qu'on devait aller à descendre de ça, puisqu'on ne sent pas réellement les rôles qu'on attendait de la MONUSCO. Mais qu'à cela détienne, nous pensons aujourd'hui que la MONUSCO devrait d'abord être aux côtés des FARDC et de la police nationale. Puisque la MONUSCO, pratiquement, elle ne fait rien. On ne voit pas, on ne sent pas. Les attentes aujourd'hui sont réellement évaporées dans la nature. Et lorsque vous regardez aujourd'hui les comportements de la MONUSCO dans ce pays, c'est une armée dans un pays souverain. On ne sait même pas ce que la MONUSCO fait, alors que la MONUSCO devrait d'abord être sous le commandement de l'armée nationale. Nous sommes un État souverain, mais elles organisent des opérations auxquelles même le gouvernement n'est pas au courant. Moi, quand je me déplace parfois à l'intérieur du pays, il faut voir la MONUSCO, on les voit se déployer, on ne sait même pas ce que la MONUSCO fait. Et dans la plupart des milliers où vous trouvez les groupes armés, il y a la MONUSCO à côté et on sent une sorte de complicité entre la MONUSCO et ces groupes armés. C'est ça qui laisse à désirer. Alors, vous voulez dire que le bilan de cette MONUSCO est largement négatif. Largement négatif. Mais elle négatif. intervient beaucoup dans les opérations électorales quand même. Oui, si le plan électoral, ça je dois reconnaître. Moi, je parlais de l'aspect sécuritaire. Ouais. L'aspect électoral, c'est vrai, la CENI a bénéficié de la logistique de la MONUSCO. Je crois plus de 800 à 900 tonnes de matériel de la CENI ont été transportés par la MONUSCO, ça nous disons sur le plan. C'est pourquoi moi je parle de la réduction du contingent militaire. Les autres peuvent rester, puisque du côté sécurité, c'est un échec cuisant. Il faut le reconnaître. Alors, monsieur le vice-ministre, nous allons peut-être terminer par ces points
D'actualité, à partir d'aujourd'hui, l'UDPS par exemple, qui a annoncé une série de manifestations pour réclamer la mise en application de l'accord de la CENCO. Quel est votre avis à ce point? Oui, moi, d'abord, lorsque l'IDPS, il faut d'abord dire ce qu'est l'IDPS, puisque aujourd'hui, j'ai suivi Bruno Tshibala, qui a tenu un très bon meeting. Bon, moi, je viens de l'intérieur du pays, j'étais absent, je viens de l'Est. Il a dit que l'accord était bel et bien respecté, puisque personne aujourd'hui, parmi les signataires, ne remet en cause l'accord. D'ailleurs, la majorité présidentielle, comme les chefs de l'État, ont réitéré leur engagement à appliquer l'accord. Mais l'accord ne peut pas être appliqué si l'arrangement particulier n'est pas encore signé aujourd'hui. Puisque c'est un tout, ensemble. C'est comme aujourd'hui, vous avez une loi qui n'a pas de mesures d'application. La loi n'aura jamais lieu et elle ne sera jamais exécutée, d'autant plus que les mesures d'application d'une loi font partie intégrante de la loi. Moi, je crois aujourd'hui, il faudrait se poser la question. Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je vais dire une chose. Simple, vraiment. Pourquoi, moi, je dis, les rassemblements limités est aujourd'hui à la base du blocage. En plein match, on ne peut pas changer les règles du jeu. Nous savons bien qu'il y a un rassemblement qui a signé l'accord de la CENCO, qui avait comme structure, unique structure, le Conseil des sages, qui était présidé par le défunt président Tshisekedi. Pourquoi, en plein jeu, on change les règles du jeu et on nous amène aujourd'hui deux structures, la présidence et le Conseil des sages, pour embrouiller les choses, avec l'objectif de bloquer l'exécution de ça. La conséquence, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on a trois rassemblements. On a le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, on a le rassemblement dirigé par Olenga Koy, on a le rassemblement dirigé par M. Patrick Mayombe, qui a dirigé d'ailleurs la délégation de la dynamique à Genval, où personnellement j'ai pris acte comme délégué adjoint du groupe de la coalition des amis de Tshisekedi. C'est le premier rassemblement qui se trouve être reconnu. Mais c'est ça, qui va reconnaître ça? C'est ça aussi le problème des évêques. Ce sont les évêques qui ont reconnu, c'est en qualité de qui? Qui Inasbel Senko peut s'ingérer dans la reconnaissance? Alors pas seulement le... Puisque aujourd'hui, les évêques. Non, ce sont les évêques qui ont reconnu cette structure-là dirigée par Pierre Lumbi et Félix Tshilombo. Alors que les rassemblements qui a une personnalité juridique, c'est les rassemblements dirigés par Olenga Koy. C'est ça qui pose un problème. Alors, il faudrait que ces trois rassemblements, d'abord se mettent d'accord, puisque tout le monde à l'unanimité est d'accord que le poste du président du CENSA doit revenir au rassemblement. Mais lesquels des rassemblements? La première démarche aujourd'hui, pour faciliter la tâche aux évêques qui ont brillamment échoué, lorsqu'il y aura une nouvelle mission que les chefs de l'État pourraient confier aux autres confessions religieuses, puisque comme les catholiques ont brillamment échoué, ça serait d'abord de rassembler les trois rassemblements. Vous semblez souhaiter un troisième round de négociations. Absolument, parce qu'on est bloqué, on est bloqué. On n'avancera pas, on n'avancera pas. Non, ça dit que puisque à ce stade ici, on est bloqué. C'est mieux même de faire un pas que de ne pas bouger. Bon, il faut imaginer... Non, ça peut être passager, il ne faut pas être fataliste. Oui, bon, moi j'ai dit... On peut débloquer la situation. Je ne vois pas par quel... À moins qu'on viole l'accord. Puisque l'accord est clair. L'accord est clair. Le poste du président de CENSA revient au rassemblement. Et là, moi j'ai dit, pas même au rassemblement. D'ailleurs, là, je voudrais... Non, la primature plutôt revient au rassemblement qui n'a pas pris part aux travaux de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais pour désigner ce premier ministre, il faut d'abord avoir quelqu'un de CENSA qui est le président de CENSA. Or, au niveau de CENSA aujourd'hui, tout le monde sait que Tshisekedi était désigné par son aura personnel. Hein? C'est intuito persona. Donc, c'est Tshisekedi attaque. Qui est aujourd'hui, au niveau du rassemblement, au niveau des forces sociales qui ont pris part aux travaux de la CENCO, qui peut avoir aujourd'hui la carrière de Tshisekedi, puisque ça, moi je considère le poste de CENSA comme un poste stratégique. C'est le poumon, c'est le cœur même de l'aboutissement du processus électoral de la transition. Donc il faut quelqu'un qui est neutre. Or je ne vois pas encore aujourd'hui cette personne-là qui a la carrière.
C'est pourquoi moi je demande aujourd'hui que les trois rassemblements se mettent d'accord pour trouver un consensus sur le futur président du Sensa en remplacement de Tshisekedi. Bon, vous semblez vous ingérer dans la cuisine interne, M. Willy Mais je suis du rassemblement, moi. Ah, vous êtes toujours? Je suis, bien sûr, puisque j'ai apposé, regardez, les membres, j'ai apposé ma signature à l'acte fondateur du rassemblement. Vous ne vous êtes pas auto-exclu? Pas du tout qui va m'exclure, puisque je suis cofondateur comme les autres. C'est seulement l'approche d'avoir mordi à l'accord de la cité de l'Union africaine qui nous a séparés des autres amis. C'est une vision, mais aujourd'hui, vous allez à Genval, vous trouverez les noms de Willy Michik. Et je ne me vante pas, vous pouvez poser la question. 60% des idées maîtresses qui ont été produites, vous pouvez poser la question même aux amis qui ne partagent plus mon engagement politique aujourd'hui. Ils vous diront que Michik a beaucoup contribué dans la commission, le porte-parole est là, et le modérateur, et Bruno Tchibala, posez-lui la question. Chaque fois qu'il y avait blocage, en tout cas, je suis plusieurs fois intervenu pour débloquer les choses. Donc, mes empreintes sont là, personne aujourd'hui ne peut les remettre en cause. Et il semble que vous êtes parmi ceux qui ont vendu le rassemblement à Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, comme tout autre opérateur politique, c'est vrai, il faut reconnaître que c'est lui qui a financé les travaux de Genval. L'IDPF n'avait pas de moyens, encore moins le président Tshisekedi, il a contribué. Mais moi, j'ai toujours estimé que le fait que Moïse Katumbi ait déboursé l'argent pour financer les travaux de Genval ne lui donne pas droit aujourd'hui de contrôler les rassemblements. Pas du tout. La preuve, c'est que nous autres, nous nous sommes détachés du carcan katumbiste. Et aujourd'hui, nous voyons d'abord la nation. Et c'est ce que j'ai toujours demandé aux autres amis, qui aujourd'hui croient toujours qu'il faut être avec Moïse. Et là, je reviens encore sur un problème, puisque j'ai même appris que les évêques seraient manipulés par Moïse Katumbi. Ce qui est vraiment lamentable. Enfin, vous enfoncez un peu trop. Serré, j'ai dit serré, oui, j'ai appris. Ça, bon, alors je reviens encore à ma question pour terminer. Et donc, pour vous, les manifestations lancées par l'UDPS, à partir de ce jour, n'ont pas de raison d'être? Absolument, pas du tout, puisque personne aujourd'hui n'a remis en cause l'accord de la Senco. Tous sont unis, mais nous devons plutôt aujourd'hui, puisque si même on devrait faire des manifestations, c'est le gouvernement contre les rassemblements. Puisqu'on ne demande pas des choses au rassemblement, on demande que les rassemblements donnent 3 noms. Par exemple, pour les cas. Moi, je préférerais même, je proposerais même, les 3 noms, que ce soit Félix Tshisekedi Tshilombo, Tshisekedi Jean-Claude et Christian Tshisekedi. Comme ça, on prend même, dans la famille Tshisekedi, on aurait réglé l'affaire. Puisque, puisque tous ces 3 noms, ce sont les enfants de Tshisekedi, notre leader auquel on croit fermement et qui ne peuvent pas trahir. Et parmi ces enfants de Tshisekedi, on prendrait peut-être un. Pourquoi le faire ça? Alors pourquoi aujourd'hui faire le dédoublement du rassemblement à la veille de la signature de l'arrangement particulier? On reviendrait sur la structure qui est existante, qui est seulement le Conseil des sages, qui a un président, et que ce président-là devienne automatiquement le président du Conseil des sages. On aurait réglé le problème. Donc les blocages aujourd'hui plutôt, c'est du côté du rassemblement. Et qui bloque ça pour quel dessein? Je vous dis, on connaît. Les blocages viennent d'où? C'est justement des anciens alliés du président Kabila qui veulent bloquer puisqu'ils trouvent que le président Kabila va réussir, le peuple congolais va réussir, alors il faut à tout prix bloquer. Alors c'est à ces gens-là que des manifestations devraient être organisées pour les bouter hors. Alors là, c'est devenu un jeu de ping-pong. Mais c'est ça la réalité, malheureusement. Les rassemblements qui accusent la majorité, le gouvernement, mais et puis d'autres pas. Les gouvernements bloqueraient en quoi? Mais finalement, qui accuse qui? Mais le gouvernement... C'est ça la cacophonie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La population ne comprend plus rien du tout. Mais sur pied de l'article 78 de la Constitution, puisque la Constitution, jusqu'au moment où je vous parle, elle est respectée. Du premier article au 229e. Sur pied de l'article 78 de la Constitution. C'est clair. Le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Nous savons très bien que le rassemblement n'a pas la majorité parlementaire, que pour avoir la majorité parlementaire, il faut l'appui de la majorité présidentielle actuelle. Ça, c'est clair. Et pour ne pas contraindre le chef de l'État dans ses prérogatives constitutionnelles, ça se fait. Même quand on élit le pape, on donne plusieurs noms. On donne plusieurs noms. Là, c'est l'Église. Oui, l'Église. Même pour désigner un cardinal, on donne plusieurs noms. Plusieurs évêques sont donnés au pape.
Moi, je parle, puisque là, au moins, c'est la sainteté, je ne vais pas parler d'autres lois. Si on le fait à ce niveau-là, maintenant, au niveau d'un État, puisque si aujourd'hui, on dit que les premiers ministres, on ne va donner qu'un seul nom. Donc, c'est pour dire que ce n'est plus une nomination du président de la République. Donc, c'est le rassemblement qui nomme le premier ministre. Et le rassemblement les nommerait comment? Parce que le rassemblement n'a pas la majorité parlementaire. Mais donner au moins, moi je propose comme solution qu'on donne les 3 fils de Tshisekedi. Comme ça, on sait au moins que, puisque j'ai suivi certains intervenants, dont je ne vais pas citer ici les noms, qui ont dit qu'on risque de donner un poids mouche. Mais on sait au moins que tous les enfants de Tshisekedi sont comme leur papa. On a confiance en eux. Qu'on a les 3 noms. Qu'on revienne sur la structure que Tshisekedi lui-même a laissée en place. Un rassemblement qui n'a qu'une structure opérationnelle qui s'appelle Conseil des sages. Pour les autres, l'accord n'a pas dit qu'il faut donner 3 noms. Mais l'accord dit que c'est le rassemblement qui propose un candidat Premier ministre. Mais non, l'accord est clair. Le Premier ministre sera issu du rassemblement qui n'a pas pris part aux travaux de la cité de l'Union africaine. Un Premier ministre. Il n'y a que ce Premier ministre. Mais là, non, on n'a pas dit, on dit le Premier ministre sera issu du rassemblement. Mais ce Premier ministre qui sera issu du rassemblement, si c'est le chef qui doit le nommer, vous devez lui donner un choix quand même, plusieurs choix. Si c'était sinon, l'accord aurait dit le Premier ministre sera nommé par le rassemblement. Puisque si on donne un seul nom, donc c'est le rassemblement qui le nomme. Alors pourquoi encore aller au chef de l'État? Et le chef de l'État, qui aujourd'hui jouit de la plénitude de ses prérogatives constitutionnelles, retirer certaines d'entre elles, c'est violer la Constitution. Or, rappelez-vous que notre combat, nous, au Rassemblement, c'était d'abord le respect strict de la Constitution. Donc, vous comprendrez qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, veulent aller vers un blocage pour des desseins que nous connaissons. Alors, professeur Prince Willy Michiki, le mot de la fin, votre proposition pour sortir du blocage. Ma proposition est une proposition tout à fait réaliste. 1. Après avoir constaté l'échec de la CENCO, le chef de l'État, qui est garant de la Constitution, peut reprendre les affaires avec 2 options. Soit lui-même, en sa qualité de garant de la nation, conformément à l'article 69, il peut de plein pouvoir aujourd'hui désigner quelqu'un qui serait en concertation avec les 3 ailes des rassemblements, qui serait le président du Conseil national des suivis. Cette présidence-là va nous permettre aujourd'hui d'avoir les 3 candidats sollicités par le chef de l'État pour être nommés. On peut mettre n'importe qui, il n'y a pas de problème pour nous. Mais il faudrait intégrer absolument dans ces consultations-là que le chef de l'État organiserait la dimension importante, c'est-à-dire que l'institution gouvernement de la République à travers son chef de gouvernement qui jusque-là n'est pas impliqué. Si l'OPSA aujourd'hui, qui est dirigé par Tammy Badibanga, et moi comme porte-parole, nous sommes impliqués, automatiquement la solution sera là, parce que la première conséquence, nous allons libérer la primature. Et en libérant la primature, nous allons mettre à l'aise l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale puisse aujourd'hui investir le nouveau Premier ministre qui sera désigné par le chef de l'État. C'est le président qui nomme sur proposition du rassemblement. Et quand on parle de proposition, on a plusieurs choix. Puisque si aujourd'hui, on ne propose pas, donc c'est le rassemblement qui nommerait, et là, automatiquement, on tomberait dans le cadre de la violation de la Constitution. C'est à ce prix-là qu'on peut aujourd'hui revenir sur la légalité et la sérénité qui permettrait tout le monde aujourd'hui à aller vers eux. Mais il ne faudrait pas oublier, dans l'arrangement particulier, d'y ajouter une dimension que le peuple congolais attend, c'est la dimension du calendrier électoral. Puisque tout ce que nous faisons sans élection, il n'y a rien. Puisque le peuple congolais n'attend pas les 13 ministres de rassemblement qui vont aujourd'hui jouir de leur manne qui tomberait du ciel, ou de 17 ministres de la majorité ou 8 de l'opposition signataire, mais le peuple congolais veut savoir à quand les élections seront tenues. C'est ça
Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de déboucher vers une nouvelle légitimité qui passe par des élections libres, démocratiques et crédibles. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je précise, mesdames et messieurs, que nous recevions M. Willy Michiki, professeur Prince William Michiki, qui est vice-ministre de l'énergie, autorité morale de l'Union nationale des nationalistes et porte-parole de l'opposition, signataire de l'accord de l'Union africaine. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.